OK, alors, je vais vous présenter tout d'abord notre modératrice, Meredith Lilly, professeure agrégée à la Norman Paterson School of International Affairs. Elle est titulaire de la chaire Simon Reisman en politique économique internationale. Auparavant, elle était conseillère principale auprès du premier ministre Stephen Harper et en ce moment sur notre conseil de consultants. Ensuite, Jean-Marc Ruet, vice-président affaires générales pour Richardson International. Il gère toutes les affaires juridiques pour Richardson International et ses filiales et supervise les relations de Richardson avec les gouvernements et associations de l'industrie. Kevin Oak est président de Pulse Canada. Il exploite une ferme familiale, des terres arides et d'irrigation en Alberta. Il a un vif intérêt pour l'amélioration du rendement de sa propre ferme et de l'agriculture canadienne en général. Et enfin, Trevor Sears, président-directeur général de Canada Porc, 30 ans d'expérience dans l'exportation de protéines du Canada. En octobre 2019, il a été nommé président-directeur général de Canada Porc. Meredith, à vous. Merci. Bienvenue à l'ensemble de nos panélistes. On va commencer parce que 45 minutes, ça passe très vite. Et je veux qu'on ait du temps pour les questions. Alors, on va passer environ 30 minutes avec une formule questions-réponses. On va entendre nos panélistes et ensuite, on va donner un peu de temps à l'auditoire pour les questions. Alors, la première question que je vais poser à Trevor. En fait, pour chaque question, je vais demander aux deux autres panélistes de commenter s'ils le souhaitent, mais je vais diriger ma question à une personne en particulier. Donc, on parle de la stratégie Indo-Pacifique. C'est un peu donc la première grande approche en la matière pour le Canada en plusieurs années. Donc, de mon point de vue, l'agriculture canadienne a reconnu vraiment l'occasion représentée par ces débouchés. Quand je travaillais au gouvernement, l'agriculture était l'un des grands secteurs qui pénétrait la région Indo-Pacifique. Donc, on a, par exemple, des ententes commerciales avec le Japon pour le bœuf et le porc ou aussi le partenariat trans-pacifique. Donc, peut-être qu'il y a d'autres choses qui arrivent et on adopte maintenant une posture plus protectionniste pour avoir des cultures plus constantes par rapport à d'autres pays. Et ça veut dire que le Canada devient donc un fournisseur peut-être plus intéressant que d'autres régions. Alors, en commençant par Trevor, que voyez-vous comme occasion pour le porc canadien dans la région Indo-Pacifique? Est-ce qu'il y a de nouveaux débouchés ou est-ce que la chose demeure un peu la même qu'auparavant? Oui, merci beaucoup, Meredith. De notre part, je pense qu'il y a une expansion. Pour un peu de contexte, le Canada exporte environ 70% du porc produit à environ 80 pays. Ça représente 5 milliards de dollars. Donc, évidemment, l'exportation est très importante et il y a une bonne partie qui va justement dans la région Indo-Pacifique. On a, je pense, des liens commerciaux là-dessus avec le Japon depuis la fin des années 60. Donc, c'est bien d'avoir une stratégie, je pense. Comment ça peut nous aider? Eh bien, c'est l'accès. On a besoin d'accès à ces marchés, un accès ininterrompu par ailleurs. Et ça, ce n'est pas facile, comme on en a discuté ce matin. On aimerait voir aussi davantage d'ententes de libre-échange. Donc, on aimerait voir des avancées là-dessus. Et la stratégie Indo-Pacifique, je pense que ça a été mentionné justement plus tôt, la relation tourne autour de ça. Donc, avoir des gens là-bas, surtout en Asie, l'aspect relationnel est si important. Donc, une relation
de gouvernement à gouvernement et d'association à association. C'est très important parce que souvent, on a des problèmes de certificats, par exemple. Donc, si ces relations à l'intérieur du marché existent, alors parfois, il suffit d'un appel téléphonique pour régler la chose. Mais si on n'a pas ces relations, ces liens étroits, peut-être que les choses peuvent partir en vrille. Donc, c'est vraiment très, très important d'avoir une présence sur le marché. Et qu'en est-il de vous avec Pulse Canada? Eh bien, je pense qu'il y a de grands débouchés. 35 de nos exportations vont en Chine, 11 en Inde et je pense environ 9 au Bangladesh. Mais la région est énorme, la population est énorme. Je pense que d'ici 2030, on s'attend à ce que 2 tiers de la classe moyenne au monde vivent dans la région Indo-Pacifique. Donc, pour le Canada, n'étant pas un producteur à faible coût, on ne peut pas faire concurrence avec d'autres producteurs. Mais avec une classe moyenne comme ça, je pense que c'est vraiment une occasion qu'il ne faut pas manquer parce que ça couvre beaucoup et c'est une population nettement grandissante. Donc oui, moi, à titre de fermier, je me concentre pas seulement sur un type de culture. Donc, on est là ensemble, en fait. Hein? On est tous dans le même bateau. Comme Trevor le disait, c'est un ingrédient important. Il faut s'assurer que le milieu soit bien financé. Il faut soutenir les intervenants du milieu. Et je pense qu'on y reviendra un peu tout à l'heure. Je vais donner la parole à Jean-Marc. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est particulier quand on parle de stratégie Indo-Pacifique, comme si c'était quelque chose de nouveau. On fait du commerce là depuis des décennies. Si on ne l'avait pas fait dans l'ampleur que certaines personnes s'imaginent, il y a des raisons pour ça. Donc, la stratégie sera efficace si on peut faire face à ces défis, ces contraintes qui limitent le volume. Certains paramètres sont hors de notre contrôle. Donc, il faut bien sûr se concentrer sur les paramètres que l'on contrôle. Il y a une tendance, lorsqu'on se penche sur la réglementation commerciale, de prendre un point de vue simpliste du secteur. Je dirais que c'est peut-être un problème généralisé en matière de politique et de stratégie. On produit, par exemple, beaucoup de légumineux au Canada et ça, c'est très consommé dans cette région du monde. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'y est pas plus actif? Mais il y a tellement de caractéristiques de légumineux. Donc, il faut réfléchir à tout ça. On ne peut pas leur offrir quelque chose qu'ils n'utilisent pas ou ne peuvent pas utiliser. Donc, ça fait partie de la stratégie. On a parlé d'accès, par exemple, des barrières tarifaires, tout ça. Je pense qu'il faut investir dans certaines agences qui comprennent que faire la promotion de ces produits alimentaires dans ces pays est important et essayer d'arrimer leur usage avec ce qu'on peut leur donner. Même chose pour le canola qui se fait déjà. Les produits céréaliers, par exemple, avec Céréales Canada, il y a une longue histoire de jumelage entre des débouchés et des produits et producteurs canadiens qui vient avec un prix plus élevé. On peut en reparler tout à l'heure, certainement. Mais voilà, promouvoir un bon usage de ces produits. Donc, il faut vraiment avoir du financement, des subventions adéquates pour ce genre d'initiative de l'industrie.
Excellent. Donc, vous avez mentionné la tarification. Selon vous, est-ce que les associations de l'industrie sont le meilleur endroit pour bien comprendre, pardon, les marchés? Eh bien, pour être simpliste, oui. Je crois qu'il y a une raison pour laquelle le commerce se fait dans certains gouvernements et pas d'autres. Il faut comprendre quel est l'enjeu qui impose des contraintes. Oui, très bonne transition vers les défis, comme vous le dites. Si on n'exporte pas, alors il y a sûrement une raison. Donc, avec les débouchés et les occasions viennent des risques. Pour la région Indo-Pacifique, il y a certains défis, certainement. La Chine devient un intervenant de plus en plus agressif sur le marché mondial. Dans chacun de vos secteurs, vous avez été témoin de ça. Je me souviens de toute la question du canola, notamment, et aussi avec le porc. Kevin, vous êtes fermier, vous avez vu ces basculements. D'après vous, en fait, qu'est-ce que vous pensez des zones de risque croissantes pour l'industrie canadienne dans la région Indo-Pacifique? Et est-ce que c'est lié à des cadres réglementaires, à certaines cultures? Quels sont les facteurs qui sont préoccupants pour vous, à votre avis? Eh bien, moi, à titre de fermier, chez Pulse Canada, on regarde un peu le protectionnisme qu'on voit poindre à l'horizon, par exemple. Certaines choses qui se produisent en Inde. Certains de ces enjeux, donc, bon, les gens ont leurs propres producteurs, leurs propres fermiers, ils veulent les protéger. Je comprends ça. Mais il faut une certaine transparence dans notre système réglementaire et aider tout le monde à comprendre quels sont nos leviers. Ça en revient aux gens qu'on représente. On fait compétition avec des gens qui offrent des prix beaucoup plus faibles. Et tout ça, bon, amène toutes sortes de défis. Le protectionnisme, effectivement, c'est là. Il y a aussi des barrières non douanières, par exemple en exigences sanitaires. On a aussi la question de la fumigation avec l'Inde. Quand on discute avec des partenaires, il y a des gens représentants de l'Inde qui sont venus récemment et Pulse Canada les a amenés à des... ils ont visité donc des bâtiments, et incluant donc ma propre ferme. Donc, ils se sont promenés et étaient particulièrement intéressés à l'irrigation. Donc, je me suis dit, bon, parfait, on va y aller en parallèle dans plusieurs véhicules, je vais vous faire la tournée. Et ils ont dit, non, 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 est-ce qu'on peut marcher plutôt? Ça fait plusieurs heures qu'on est assis. Donc, parfait. Ils ont traversé l'endroit où j'ai des vignes, mon vignoble. Donc, je leur ai montré mon système d'irrigation qui aide à préserver les produits céréaliers. Je leur montre les pois chiches. Et ils avaient une question. OK, combien de fois... En fait, ça, c'est la production de quelle année? L'année passée. Et combien de fois est-ce que ça a été fumigé? Ben, je ne l'ai pas fait. J'ai pas besoin d'utiliser de la fumigation. Oh, ben combien de temps ça va se préserver? J'ai dit, ben, dans ces conditions, à moins 30 l'hiver, aucune humidité, à peu près indéfiniment. Donc, on a des manières de préserver nos produits au Canada. Et c'était une manière très naturelle. C'était rien de planifié par le gars des vues, non.
C'est le genre de communication qu'il faut avoir avec nos partenaires. Bâtir ces relations pour leur permettre de voir qu'on ne fait pas que badiner. On fait vraiment ces choses et nos produits sont réellement sécuritaires. Bon, je veux pas aller trop loin dans cette histoire en parallèle, mais voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on peut faire face au protectionnisme. Oui, c'est une très bonne anecdote, en fait. Ça nous montre à quel point il peut y avoir beaucoup de mésententes dans un marché parce il y a des règles qui régissent certains marchés qui ne s'appliquent pas ailleurs. Par exemple, il ne fait pas moins 30 dans bien des endroits en Inde pour la préservation des pois chiches. Donc, effectivement, c'était tout à fait approprié. Alors maintenant, du point de vue du porc ou de la viande plus généralement, quels sont les risques lorsqu'on parle du commerce avec la région Indo-Pacifique? Oui, bien sûr, dans toute industrie, il y a des risques, mais euh, si je veux me pencher en particulier sur la région Indo-Pacifique, je pense que les enjeux d'accès au marché et le, utiliser certaines contraintes comme armes géopolitiques, comme on l'a vu, ça, je pense que ça peut faire mal. Mais cela dit, dans la stratégie gouvernementale, on veut aussi diversifier et arrêter de recourir seulement à la Chine. La Chine est un marché qui est certes irremplaçable. Donc, par exemple, la Chine achète du porc que personne d'autre n'achète et il paie un bon prix pour ça. Donc, c'est très important. Si on pense ici côté fabrication, si on a besoin de telles composantes en électronique, c'est une chose, mais du côté animalier, hein, si on veut une sandwich au bacon, il y a plusieurs composantes du porc qui entrent en jeu dans la production. Et la Chine, justement, achète ces différentes parties du porc. Donc, pour réduire les risques géopolitiques et les perturbations économiques, c'est très important. Et ça a été mentionné aussi auparavant par rapport à la région Indo-Pacifique, de nouveau. La chaîne d'approvisionnement et sa fiabilité, c'est très important parce que tout ce qui va aller là va passer par Vancouver. Et comme on l'a entendu aujourd'hui, ce port arrive à pleine capacité, donc il faut trouver d'autres solutions. Oui, juste avant de passer à vous, Jean-Marc. Par rapport à la Chine, je pense certainement que la stratégie, en fait, le gouvernement a envoyé des signaux comme quoi si on continue de faire affaire avec la Chine, vous êtes un peu laissé à vous-même. Et la Chine, effectivement, est irremplaçable du fait de sa taille, mais aussi à cause de ces produits, des produits qu'ils achètent. Donc, lorsqu'on reçoit ces signaux de la part du gouvernement, quelles sont certaines choses que vous aimeriez... En fait, comment aimeriez-vous modifier ce message? Parce que vous voulez continuer d'être présent dans un marché duquel le gouvernement canadien recule un peu, se distance. Ouais, c'est pas facile. Je pense que ce qui est très important, c'est la communication. Sur le plan gouvernemental, sur le plan de l'industrie, celui du commerce, mais surtout de la part du gouvernement, même si on peut ne pas être d'accord par rapport à certaines choses, on peut quand même avoir des conversations par rapport à l'accès au marché. Et on a vu d'autres marchés, d'ailleurs, où le Canada agit de certaines manières. Donc, je pense qu'il faut vraiment maintenir les lignes de communication ouvertes. Très bien. Jean-Marc, par rapport aux défis, on en a parlé dès le début. On a parlé des occasions, mais dès le début, vous vouliez parler des défis. Donc, qu'en est-il? Eh bien, à titre d'avocat, effectivement, je pense toujours tout d'abord aux défis. Eh bien,
Les éléments ici, bon, par rapport au commerce international, mais en particulier par rapport à la région Indo-Pacifique. Lorsqu'on regarde la valeur de la marchandise qu'on exporte, donc, par exemple, un vaisseau de 50 tonnes, non, c'est pas ça. On parle d'un cargo qui peut valoir 50 millions avec peu de marge de bénéfice. Donc, il faut faire très attention au non-paiement. Donc, on veut s'assurer que tout soit transbordé adéquatement et soit payé adéquatement. Ce qu'on voit, en fait, avec la Chine, ça a été un exemple avec l'embargo. L'idée ici, c'était, bon, de mettre l'emphase sur un enjeu sanitaire. Et ça, c'est la carte qui a été jouée par plusieurs pays, incluant bon, d'autres, que ce soit par mesure protectionniste ou pour se protéger ou prendre avantage, disons, d'un marché étranger. Donc, des contrats à prix plus élevés sont devenus donc des prix plus faibles et ça leur permet d'éviter les contrats à prix plus élevés. Donc, une autre zone d'incertitude maintenant, c'est celle du climat économique. Est-ce qu'on peut vraiment se fier aux preuves de crédit, tout ça? Donc, il y a beaucoup là. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus? Eh bien, c'est à cause de ces raisons. Donc, lorsqu'on fait du commerce, on le fait sachant qu'il y a des risques, qu'il y a voilà, des manières de gérer les risques, c'est-à-dire que c'est inclus dans le prix. Le risque est inclus dans le prix. Donc, je pense qu'ils paient plus à cause de cette incertitude. Et les exportateurs ont le bénéfice de vendre, sachant qu'ils prennent un certain risque. Maintenant, par rapport à la stratégie Indo-Pacifique, l'idée est que pour utiliser ces outils, parfois, l'idée est de se protéger. La sensibilité au prix, parfois, est tellement grande, mais ils se comportent d'une manière que leur cargo coûte plus. Et si le risque était plus faible, alors on pourrait baisser les prix et tout le monde serait content. Effectivement, c'est quelque peu ironique parce que certains plus petits marchés, justement, voudraient bien bénéficier d'un meilleur prix. Jean-Marc, je vous reviens parce que je veux parler de concurrence. Ça a été mentionné par, justement, la personne qui a parlé sur l'heure du midi. Quand je pense à la région, je pense que n'importe quel grand pays de l'Occident a déjà une stratégie pour l'Indo-Pacifique. Le Canada a été le dernier à fermer la marche. Et je pense qu'on a des concurrents, les États-Unis, l'Australie, même des pays d'Europe dans certains cas. Et bon, le terrain de jeu n'est pas égalitaire pour tout le monde. Le Canada a un prix au carbone qui va continuer d'augmenter dans les prochaines années. Donc, je pense que c'est très lié à l'aspect concurrentiel du Canada. Le gouvernement fédéral veut réduire, bien sûr, les gaz à effet de serre liés à l'usage d'engrais. Et je pense que ça va aussi avoir un effet sur la concurrence. Donc, c'est une région de concurrents. Plusieurs d'entre vous avez mentionné que le Canada est un producteur à prix élevé. Donc, tenant en compte tous ces enjeux, quelle est la posture du Canada par rapport à ses concurrents, par rapport à l'exportation, qu'ils soient déjà présents ou pas dans la région? Alors, on va commencer avec vous et ensuite, on va entendre les deux autres.
Je pense que quand on regarde un marché, qu'il s'agit de l'Indo-Pacifique ou quelque chose d'autre, il faut regarder les choses de façon objective et franche. Où a-t-on des points forts, où a-t-on des points faibles? Et quand on regarde le marché de l'Indo-Pacifique en général, il existe des choses qu'on ne peut pas surpasser. Il faut gérer cela, la distance géographique. On ne peut pas changer le fait que l'Australie est considérablement plus proche que nous. Nous avons des domaines de production qui sont très distants de l'eau. On a des hivers froids, on a toute une géographie à traverser et on a des coûts de production plus élevés que d'autres nations qui fournissent l'Indo-Pacifique. Et c'est des réalités que nous devons accepter et gérer. Alors, la question se pose où sommes-nous plus forts que nos concurrents? Est-ce que cette force peut contrer ces désavantages? Nous avons, par exemple, des produits de très bonne qualité et la fiabilité dans la consistance de notre produit. Nous avons, je pense, qu'on avons une bonne livraison pour nos clients, par exemple Céréales Canada, antérieurement CIGI, et le soutien qu'on peut donner aux consommateurs canadiens. Je pense que c'est très spécial et quelque chose qui nous distingue d'autres pays. Et nous sommes un pays qui réalise les choses de façon confiable. On fait les choses en vertu de nos engagements. Si on ne peut pas le faire, on fera quelque chose avec notre obligation d'une façon ou d'une autre. Mais on est contesté à ce niveau. Mais cela fut notre marque et je pense que c'est en érosion lente et je pense qu'on est devenu moins confiable comme exportateur. On a des enjeux bien documentés avec les rails, avec les blocades et notre infrastructure n'est pas à la hauteur tout simplement. Et j'allégerai que pas beaucoup de gens en ont parlé. Il y a un manque d'investissement dans l'infrastructure. Nous avons un problème croissant avec des intérêts locaux qui nous préviennent de pouvoir opérer l'infrastructure existante. Si vous regardez les défis que nous avons dans le port de Vancouver, dans le port de Hamilton, je le vois aussi dans le port de Québec, des défis continus par rapport à l'opération commerciale d'installation où les intérêts locaux n'aiment pas le bruit ni la poussière et nous n'utilisons pas nos installations au complet. Il faut voir quoi faire avec cela. Mais si on est plus confiable et nos prix sont plus élevés, alors là, quel avantage apportons-nous à la table? Et je pense que nous avons des prix plus élevés, nous perdons notre confiabilité et ce qui m'inquiète, c'est que des politiques côté agricoles que nous poursuivons, on les a mentionnés aujourd'hui, la durabilité, les politiques de durabilité qui sont considérées, par exemple, auront un impact sur le coût de la production et cela se verra reflété dans le coût du produit. On a parlé de l'objectif d'améliorer la durabilité sans mettre en danger la production et en fait, en augmentant la production à cause du besoin croissant. J'entends beaucoup sur ce qu'on va faire côté durabilité et très peu sur comment cela va avoir une incidence sur la production et je n'entends rien sur comment nous allons augmenter la production. Donc, avec une vision à plus long terme, on verra un coût accru qui devra être payé par quelqu'un. Et la question se pose, est-ce que c'est les clients de l'Indo-Pacifique qui ont déjà une pression avec le prix ou est-ce que cela va revenir à des gens comme Kevin à la porte de la ferme qui va devoir obtenir moins pour sa production? Donc, il s'agit vraiment d'un défi très important et ce qui m'inquiète, c'est que nous faisons des choses sur ces voies et nous contournons les choses sans avoir suffisamment
suffisamment d'expertise à la table, considérant les effets de toutes ces décisions qui sont en train d'être prises. Ça, ce n'est qu'une courte liste, n'est-ce pas? OK, alors Kevin, à la porte de la ferme, la compétitivité. Bon, ben Jean-Marc vient de mentionner la durabilité. Moi, j'ai des légumineuses. Ce n'est pas la seule culture que j'ai, mais comme j'ai des légumineuses dans ma rotation, je n'utilise pas d'engrais d'azote. Euh, et dans ma rotation, la culture suivante est le canola après mes légumineuses. Donc, je le sais. Je sais que j'utilise moins d'azote là. Alors, pourquoi est-ce que cela n'est pas en train d'être utilisé par qui que ce soit qui est en train de négocier ces choses-là, hein, pour dire, bon, bah, OK, on le fait déjà de façon correcte, n'est-ce pas? Alors, transmettons le message, la connaissance par où c'est quelque chose que nous pouvons faire. Pas toutes les fermes peuvent cultiver des légumineuses, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut aussi aborder quand on fait de la recherche de la recherche par rapport à des maladies. Donc, on a une bonne histoire de durabilité et mettre les légumineuses qui peuvent réduire l'empreinte carbone de la production de, je pense, à peu près 35%, si je ne me trompe. Bon, il y a de bonnes nouvelles par rapport aux choses que nous sommes en train de faire, de choses que nous pouvons faire. Et donc, la durabilité, je pense, nous avons une bonne histoire. Alors, utilisons-la comme levier. Prenons du crédit quand on le mérite. Maintenant, si l'on parle de l'Indo-Pacifique, que d'avoir ouvert le bureau d'agriculture et agroalimentaire dans l'Indo-Pacifique, que de l'ouvrir plutôt, nous donnerait l'expertise de laquelle parlait Jean-Marc par rapport aux émissions de céréales Canada. Je sais qu'il est correct là-dessus. L'expertise que l'on a apportée aux utilisateurs du blé canadien était indispensable. On a des gens qui s'y connaissent à la technologie, qui prennent ces choses et cela fait que le produit canadien ait plus de valeur. Mon espoir donc avec ce bureau en Asie du Sud-Est sera que ça va continuer dans toutes les cultures et espérons que ceci soit un site permanent où nous ayons les experts techniques qui puissent aider avec une partie des enjeux sanitaires et qui puissent aborder ces enjeux. On aura des gens sur le terrain qui puissent nous dire qu'est-ce qui se passe au préalable pour qu'un pays ne dise pas, bon, OK, on va changer maintenant nos règles et le navire est sur l'océan, il s'en va vers ce pays et il y a un petit avertissement. Et comme je l'ai dit auparavant, il nous faut être sûr que ce bureau ait la dotation de personnel et le financement. Ce n'est pas seulement des gens, il nous faut des gens type ambassadeurs, type diplomates dans ces régions aussi pour pouvoir gérer les pays locaux, quelqu'un vers qui ils peuvent se diriger, quelqu'un que tout le monde connaisse, qu'on ait une présence là. Je sais qu'on a une présence avec les différentes entreprises aussi, mais que d'avoir cette présence, c'est quelque chose, je pense, d'important. Merci. Alors, avant de demander à Trevor ce qu'il pense sur la compétitivité dans la région pour l'industrie du porc, après cela, je vais arriver aux questions si je vois les gens au micro. Donc, voici votre possibilité d'aller au micro. Et si je ne vois personne, je vais poser d'autres questions. Mais nous avons à peu près 10 minutes et je veux que tout le monde ait l'occasion de poser des questions. Si l'on parle de compétitivité, est-ce que le port est dans une meilleure position dans la région? Que sont votre secteur là-dessus? Ben, moi, je n'ai vraiment pas beaucoup de choses à ajouter. Je pense que Jean-Marc a mentionné quelques-uns des points que j'allais soulever. Le Canada est relativement bien positionné dans ces marchés. En général, du côté du porc, nous sommes un producteur à prix faible et nous avons probablement
l'une des qualités les plus élevées, l'un des produits les plus consistants au monde. Donc, il s'agit là d'avantages. Et je ne vais pas rentrer dans plus de détails, excepté de dire que ce que nous demandons est le même niveau d'accès, de réduction des tarifs, etc., que nos concurrents. L'autre côté de la compétitivité en général est que nous avons des règlements au Canada quand il s'agit de développer des choses que d'autres concurrents n'ont pas, mais outre cela, on est en bonne position. On peut, par exemple, la construction de granges. Maintenant, je m'y connais au Japon et la qualité du produit est quelque chose de grand là-bas. Et quand on a sécurisé les acheteurs et la chaîne d'approvisionnement, alors là, ça fonctionne assez bien pour nous. Donc, c'est bon d'entendre cela. OK, alors, est-ce que l'on a des questions de la part du public, peut-être? Du Conseil vert du Canada. Ça m'intéresse, quelle est la perspective des experts par rapport à la relation changeante avec la Chine contre le besoin commercial continu de faire des affaires avec la Chine. 1 sur 4 $ si on inclut par exemple l'agriculture, des exportations en Chine. Les produits verts, le porc, le bœuf, donc c'est essentiel. Mais il me semble que les relations étrangères ont changé et en ce qui concerne ce que Trevor a dit, on ne va pas remplacer la Chine avec la diversification. On pourrait enlever une portion, mais on ne va jamais la remplacer. Alors, quel est l'aspect de notre stratégie avec la Chine étant donné une nouvelle relation politique? Bonne question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut y répondre? Je pense que le Canada est en train de prendre une position différente en politique avec la Chine. Je ne pense pas qu'ils aient dû le dire pour dire que les choses ont changé de façon considérable avec la Chine. Les gens de Canola ont donné avis à tout le monde qu'il existe une réalité et que nous, là-bas, et que nous devons comprendre comment le commerce peut être converti en armes. Mais plusieurs gens l'ont dit auparavant, le marché est trop grand pour l'ignorer, dire oui, bon, OK, alors on ne va plus faire d'affaires là-bas. Et je pense qu'il nous faut faire des affaires là-bas, il faut le faire de façon rationnelle et responsable, mais je ne pense pas non plus que le Canada doivent dire, bon, ben, vous êtes tout seul, parce que le Canada ne peut pas se permettre ce genre d'approche non plus. Mais je pense qu'il faut faire quelque chose en ce qui concerne des nations qui pensent de façon similaire dans la région et avoir une stratégie en commun par rapport à comment nous devons aborder ces enjeux. La Chine, peut-être, on lui a permis de faire les choses qu'elle fait parce que cela met un pays contre l'autre. Alors peut-être le temps est arrivé pour qu'on commence à penser comment une attaque sur un pays est une attaque sur nos alliés côté commerce. Article 5 pour l'agriculture de l'OTAN. Il est certain, je pense qu'on a eu des preuves là-dessus avec des problèmes que les alliés ont eus les uns avec les autres et cela ne reflète pas, je pense, nos intérêts à long terme et notre façon d'opérer. Deuxième question. Rory McAlpine, directeur de l'ICPA. Parlez-moi un peu de la CIA. On souligne tout le temps des relations, un nouveau bureau dans la région. Je sens de mes temps à Maple Leaf qu'il s'agisse du secrétariat d'accès au marché de ce côté-là ou les fonctionnaires qui sont en affectation là-bas. Que pensez-vous en ce moment? Est-ce qu'ils ont renforcé la présence ou que doit-on faire pour atteindre un soutien plus fort de la CIA pour l'accès au marché dans la région? Avez-vous des commentaires là-dessus, Trevor? Parce que je sens que la viande a toujours affaire avec la CIA. En fait, tout le monde a à voir avec la CIA. Oui, certainement. Je dirais
que je pense que nous pouvons mieux faire, au moins dans notre cas. Les spécialistes de la viande rouge, avec les gens de la CIA dans la région. Et c'est quelque chose que nous espérons avec le bureau dans la région Indo-Pacifique. C'est une demande spécifique que j'ai faite, que l'on ait des spécialistes de viande rouge de la CIA dans ce marché. Et avoir les gens corrects et les faire travailler à développer des relations. Donc, s'il existe des enjeux dans les ports, donc on fait un appel téléphonique rapide pour gérer le problème et non pas quelque chose qui soit soulevé à un niveau national. Alors, oui, je dirais, Rory, que je ne pense pas qu'on ait avancé comme on doit le faire par rapport à la présence de la CIA dans la région de l'Indo-Pacifique, mais espérons qu'on soit maintenant dans la direction correcte. Et puis, je demandais, disons, un spécialiste de la viande rouge, l'envisionnez-vous comme la même personne qui aurait les connaissances scientifiques concernant le produit, qui gérerait les relations aussi? Typiquement, c'est une personne seulement. Bon, ben, quand je parle de relations, je parle de relations avec leur père, les scientifiques pairs, potentiellement, ou bien les gens au port, par exemple. Disons, si un conteneur arrive à un port et les conteneurs sont scellés et le seau est brisé dans l'un de ces ports, et si ce n'est là que pour en faire l'exportation à nouveau, ce n'est que le milieu du trajet, le pays qui est supposé de recevoir le conteneur ne saura pas que le seau est brisé. Donc, il faut une personne de la CIA pour mettre un nouveau seau. Voici l'avantage d'avoir ces gens dans le marché. Cela va aider à faciliter le commerce. OK, merci. J'ai une question qui est venue en ligne, je vais la lire et pour les gens en ligne, vous pouvez les envoyer et je peux les poser en votre nom. Étant donné la demande étroite d'aliments dans le monde, voyez-vous une réduction dans les barrières en matière de tarifs pour réduire l'impact des choses? Oui, je pense que probablement il s'agit là d'une réaction naturelle. Moi, je pense fermement que les barrières non tarifaires sont là pour des raisons protectionnistes et il s'agit d'une dynamique d'offre et de demande. L'offre se voit réduite, la demande augmente, on ne veut pas affecter l'influx de production et on voit moins de barrières non tarifaires soulevées, surtout type SPS. Et dans quelques pays qui ont beaucoup parlé des résidus, subitement n'en parlent plus tellement, n'est-ce pas? Oui, si je me rappelle correctement, l'interdiction du canola a eu une année noire en Chine et après elle a disparu. Donc, on dirait que l'inquiétude avec les produits étrangers ont diminué quand ils ont eu beaucoup de produits locaux. Si je puis faire un commentaire, si je puis parler de l'accord avec l'Union européenne, aujourd'hui, nous n'avons pas d'exportation vers l'Union européenne et l'exportation a augmenté énormément. Et la raison est celle des barrières non commerciales. Comment est-ce que cela a eu lieu et comment le prévenir dans l'avenir? Et je pense que quand ces accords sont négociés, il faut avoir les personnes correctes en salle qui comprennent de quoi s'agissent ces accords. Et il faut avoir les gens corrects en salle qui peuvent voir ces problèmes, comme ce qui s'est passé avec l'AECG, avant qu'ils ne commencent. Et en ce qui concerne les accords commerciaux, il faut reconnaître que les barrières non commerciales deviennent prévalentes et avoir des moyens efficaces de les aborder de façon efficace, résolue rapidement. Avoir un processus pluriannuel pour déterminer que l'allégation de la présence d'un
d'un envahisseur n'a pas de sens. Et le temps de négocier inclut ces dispositions peut-être, et c'est peut-être d'un accord avec un pays plus petit, avoir une espèce de gabarit pour ces accords où ces différents pourraient ne pas surgir, mais on pourrait les inclure et les avoir prêts pour des négociations avec plus de contentieux? Oui, je suis d'accord. On a 20 secondes qui restent, donc je vais demander à Kevin, est-ce que tu veux ajouter un dernier commentaire concernant l'enjeu des choses que tu désirerais qu'Ottawa, on est à Ottawa, qu'Ottawa comprenne mieux par rapport à ton secteur et qui pourrait mieux faire là-dessus? Oh là là, 3 secondes, ça va être difficile. Dites-leur de m'appeler, OK? Bon, ben, merci beaucoup à nos experts. Les 40 minutes se sont passées rapidement. Exprimons notre appréciation. Et merci à toi, Meredith. Merci.